Alors, bonjour, bienvenue à ce dernier épisode de la série Passion Science qui est présenté par le Bureau des diplômés de l'UQAM et qui met en vedette des diplômés qui sont passionnés par la science. Moi, je m'appelle Nicolas Langelier, je suis le directeur d'Atelier 10, le rédacteur en chef du magazine Nouveau Projet, et donc on m'a demandé d'animer ce dernier épisode, moi-même en tant qu'ancien diplômé de l'UQAM. La série Passion Science s'inscrit dans une série de classes des originaux qui met de manière générale en vedette des diplômés remarquables de l'UQAM, qui s'inscrit elle-même, cette série-là, dans le mouvement des originaux, donc des diplômés de l'UQAM issus de toutes sortes d'horizons qui représentent fièrement cette institution-là dynamique, créative, novatrice. Et on en a un exemple aujourd'hui avec nous. Sophie-André Blondin, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ah, ça fait plaisir. Ben oui. Aujourd'hui, il faut le dire, les rôles sont renversés. Oui. On passe de l'autre côté du miroir parce que c'est vous qui avez animé deux séries de ces classes d'originaux-là. Donc aujourd'hui, c'est à votre tour d'être interviewé par moi. J'espère faire honneur à la voie que vous avez tracée. Toute confiance. Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive à l'occasion? Parce que vous êtes une intervieweuse, vous êtes quelqu'un qui fait ça dans la vie. Est-ce que vous avez cette habitude-là de vous faire poser des questions? Beaucoup moins. C'est arrivé à quelques reprises. Beaucoup moins. Puis je comprends un peu, ça fait du bien de changer parce que je comprends un petit peu plus le trac des gens devant qui on est comme intervieweur. Puis quand on est intervieweur, on sait où on veut aller, on a tout ça en tête, puis c'est clair. Mais la personne devant, oups! Il y a un côté abandon, laisser aller, lâcher prise, qui est intéressant à apprivoiser. D'accord, on va apprivoiser ça ensemble aujourd'hui. Donc, Sophie-André, vous êtes l'animatrice de l'émission Les Années-Lumière, oui, l'émission scientifique de Radio-Canada à la première chaîne depuis 4 ans maintenant. Oui. On va parler de ça, bien sûr, de votre rôle de communicatrice scientifique. Mais je me disais qu'avant ça, on pourrait peut-être faire un petit retour en arrière dans ce parcours qui vous a mené à animer cette prestigieuse émission-là. Vous êtes diplômé donc de l'UQAM, évidemment. Vous avez fait le bac en communication, oui, gradué en 1985. Qu'est-ce que la jeune Sophie-André, qu'est-ce qu'elle souhaitait faire dans la vie à ce moment-là? Oh, la jeune Sophie-André, j'étais tellement déchirée. Je me souviens, j'avais fait 4 demandes en droit, en sciences politiques, une 3e et en communication. Puis à l'époque, le chemin vers communication était parsemé d'embûches parce que c'était contingenté. Il y avait présentation de dossier, ensuite une entrevue. Je me souviens qu'une fois que je suis passée à travers tout ça et que j'ai été acceptée, je me disais, bien, je vais aller en communication parce que c'est là que ça a été le plus difficile de rentrer, donc aussi bien le faire. Mais même à l'époque, je me souviens même dans l'entrevue d'embauche, pas d'embauche, d'entrée en communication, j'avais vraiment une idée très, très vague de ce que je voulais faire. Je savais que j'avais un talent pour la langue, les mots, puis la communication. C'est pour ça que même le droit m'intéressait, le côté plaidoirie, le côté maîtrise des concepts. Ça, j'aimais ça. Mais, et je savais que j'étais un médecin raté, parce que tout du long au secondaire, au cégep, ce qui m'aurait vraiment tenté dans la vie, c'est d'être médecin de campagne. C'est vraiment ça que j'avais comme idée, mais j'avais un problème avec les sciences. J'avais un problème avec les maths, plus particulièrement. Puis je me suis laissée décourager très tôt. Puis j'avais changé mon DEC en sciences humaines. Donc, je n'avais pas la trajectoire pour faire ma première idée de ce que je voulais faire. Alors, tout le reste était ouvert. Je suis rentrée en communication parce que c'était difficile de rentrer. Et surtout, bon, moi, j'avais un père qui faisait de la radio. Bien oui. Je voulais surtout pas faire de la radio. Ah, OK. Donc, c'était d'aller à l'opposé de ce que le père Pourquoi avait tracé. aller me nicher exactement là où j'aurais jamais de prénom, j'aurais jamais de nom, donc je voulais pas faire de la radio. J'ai vécu dans un monde où il y avait beaucoup de cinéma, il y avait des cinéastes, beaucoup d'artistes quand j'étais jeune. Donc, je me disais, je vais quand même pas aller là. Et finalement, ben, c'est ça. J'ai fait mon profil en cinéma
quand on faisait des profils en communication. Puis j'ai abouti, après la télé et tout, j'ai abouti en radio. Fait que la trajectoire est complètement sinueuse. Puis c'était pas prévu d'avance. C'était vraiment pas là que je... En fait, j'avais zéro idée où je m'en allais. Donc, que je me retrouve là, dans le fond, c'est bien. Hein, comme quoi, il y a des choses parfois qui sont semées inconsciemment par nos parents qui finissent par nous rattraper, peut-être? Peut-être que c'est ça. Il faudrait que je lui donne le crédit. Peut-être que ça a été semé inconsciemment, effectivement. Excellent. Donc, je profite de l'occasion pour rappeler à tout le monde qui nous écoute que vous pouvez poser vos questions aussi à Sophie André. Vous avez juste à laisser ça dans la partie conversée de Zoom. Et moi, j'ai un écran qui me permet de voir vos questions et donc de les poser directement à Sophie André. Donc, pensez à ça. N'hésitez pas à nourrir cet entretien-là on va faire de façon très informelle aujourd'hui. Donc, vous graduez de l'UQAM. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous retrouvez devant quoi? En fait, j'ai gradué justement, vous l'avez dit, en 84-85. C'est pas une belle époque pour les jeunes qui voulaient percer. Alors, je suis partie en voyage parce qu'il faut dire que pendant les 2 dernières années de mon bac, mon emploi d'été, c'était aux relations publiques d'Hydro-Québec à la baie James. Et ça a déjà semé quelque chose en moi. C'est-à-dire que moi, j'étais tout l'été et une partie de l'hiver, je partais le matin, je revenais le soir à la baie James pour présenter les installations hydroélectriques à des futurs acheteurs dans les contrats d'exportation, par exemple, d'Hydro-Québec. Donc, j'avais un côté une vie très différente à la fin de mon bac parce que j'avais vraiment un emploi qui payait bien, mais qui était un emploi d'étudiant, mais qui était assez particulier, assez spectaculaire, qui m'a permis d'amasser des fonds pour partir 1 an. Donc, après mon bac, je pense que ça a été le moment où j'ai décidé, bon, maintenant, c'est maintenant ou jamais. Alors, j'ai démissionné d'Hydro-Québec, puis je suis partie avec mon sac à dos en Europe, au Moyen-Orient, toute seule. Je suis partie pendant 9 mois, donc me promener comme ça. Et c'est ça qui a marqué, c'est ça qui a fait la cassure, qui a fait que quand je suis revenue, ben là, j'étais devant tout ce qui était possible. Et Télévision 4 saisons allait ouvrir, était encore un projet, mais un projet réel. Ce qui fait que parmi d'autres, et il y avait aussi des télévisions qui étaient plus... c'était Cablevision nationale. C'était vraiment comme la télévision communautaire. Alors, c'est avec des anciens comparses et collègues de l'UQAM que j'ai fait des émissions de télé, présenté des projets, puis j'ai fait partie de l'émission Caméra 86, qui était qui a marqué les esprits. Oui, c'est ça. Alors, moi, je faisais partie de cette écurie-là comme journaliste. Alors, c'est comme ça que tranquillement, ça a commencé. Je faisais une émission aussi sur TVJQ. TVJQ, à l'époque, c'était la télévision des jeunes du Québec. Une émission que réalisait Raymond Saint-Jean, qui était quelqu'un avec qui j'avais étudié en cinéma à l'UQAM. Et où là, j'essayais tous les sports, j'essayais toutes les choses. Ça, c'était vraiment agréable. Alors, toutes les semaines, j'essayais l'escalade de glace, la table pinchna. Ça avait mon côté un peu cowboy, aimait beaucoup ça. Et quelqu'un, à Télémétropole, dans le temps, un réalisateur, a vu ça, m'a appelé et puis m'a proposé de faire des reportages pour Bon Dimanche. Qui était... Une autre émission célèbre de la télévision québécoise. C'est une émission culturelle. C'est le dimanche de midi à 2 heures. C'était vrai. C'est drôle? Ou de 2 à 4. En tout cas, c'est peut-être le même créneau que j'occupe maintenant. Une autre book. Et c'était la revue de l'actualité culturelle. Et j'ai commencé par faire du reportage en coulisses des spectacles. Toute la ville en parle, l'espèce d'actualité culturelle de la semaine. Donc, c'est vraiment par ces chemins-là. Ensuite, à CKAC aussi, je suis allée remplacer. Donc, je suis rentrée par la porte du privé, dans le monde de la télévision, surtout au début. Est-ce que vous sentiez, donc vous étiez fraîchement graduée au départ, est-ce que vous sentiez outillée, prête à faire ce métier-là de manière professionnelle? Bien, je suis allée chercher les mauvais outils pour ce que j'ai fait, mais ça m'a toujours servi. C'est-à-dire que j'ai choisi le profil cinéma. Alors, moi, j'étais en communication. Il y avait radio, télévision, cinéma et journalisme. Les vraies personnes sérieuses avec qui je travaille en ce moment, ils avaient choisi journalisme. Eux autres, ils ont probablement reçu un petit peu plus d'outils que moi pour faire le métier que je fais maintenant. Moi, j'ai choisi cinéma parce que je me suis dit, je suis tellement pas bonne pour me vendre puis être pigiste que c'est le seul moment de ma vie où je vais pouvoir faire du cinéma. Sinon, c'est pas un milieu pour moi. Alors, j'ai décidé d'avoir du fun, mais j'ai appris des choses. Et
plusieurs années plus tard, après des années de reportage radio qui présentent des défis particuliers, c'est là que j'ai trouvé ma métaphore que j'utilise. Désolée pour ceux qui l'entendent pour la millième fois, mais l'idée que maintenant, je fais du cinéma pour l'oreille. C'est-à-dire que j'utilise les codes, j'utilise une forme de langage qui permet de transformer quelque chose qui n'a pas de mots, qui ne donne que des images, mais de transformer ça pour, à la radio, planter un décor et faire un cinéma pour les oreilles. Donc, il y a certains aspects que j'ai effectivement appris là. Et là, l'outil le plus important que j'ai appris à l'UQAM, c'est le travail en équipe. C'est ça, les médias. C'est ça, les médias électroniques. C'est de travailler en équipe, c'est d'écouter, c'est de collaborer, c'est de faire des compromis, c'est d'oser apporter des suggestions. Puis ça, bien, en cinéma, on l'avait beaucoup, parce qu'on était des petites équipes d'étudiants à faire des films. Et ça m'a, toute la vie, ça m'a servi de vraiment, ce vrai travail d'équipe-là. Et quand vous pensez à ces années-là de travail, d'études à l'UQAM, qu'est-ce qui... vous avez des professeurs quand même impressionnants. Qui vous revient plus spontanément à l'esprit? J'ai eu Marc Bourgault, moi aussi, comme professeur. Pierre Bourgault. Marc Bourgault. Pierre Bourgault comme professeur en communication orale. Donc oui, il m'a marqué parce que c'était quelqu'un qui était intransigeant, qui était dur, mais qui nous a beaucoup appris. J'ai eu un cours avec lui. C'était communication orale. C'était très pratico-pratique. Puis il y a certainement du Bourgault dans ce que je suis devenue par rapport à ça. Mais je dois avouer qu'il y avait... moi, c'est Jean-Pierre Desaulniers. Ouais. Jean-Pierre Desaulniers, qui était directeur de module à l'époque, qui était anthropologue. Et déjà, donc, ce regard oblique sur la communication m'a interpellée. Puis je me souviens, j'ai lu des choses que je lis encore maintenant dans le cadre de mes fonctions de communicatrice scientifique. Claude Lévi-Strauss, le tabou de l'inceste comme première forme de communication. Là, c'est vraiment de la théorie un petit peu plus lointaine, mais ça m'a ouvert l'esprit sur le fait que apprendre la science de la communication, c'est pas juste apprendre des choses concrètes, c'est aussi apprendre pourquoi, comment, dans l'histoire, dans notre histoire. Donc, Jean-Pierre Desaulniers, et pour son ouverture, et Philippe Sohet. Philippe Sohet, qui était, comme moi, un fan de BD. J'ai toujours aimé la bande dessinée. J'ai animé une émission sur la bande dessinée aussi. Donc, son côté, on l'appelait Tintin. Là, je pense qu'il ressemblait peut-être à Tintin. D'ailleurs, je vous regarde. Non, oui. Je vois qu'il y a quelque chose. Donc, des gens qui m'ont marqué là, à cette époque-là, c'est ces gens-là. 3 professeurs que moi aussi j'ai eus par la suite aussi, donc moi aussi qui m'ont marqué. Moi, une des choses de M. Desaulniers en particulier qui m'a beaucoup marqué, c'est ce grand respect pour le public, pour les gens qui regardent la télévision, qui consomment les films. Puis c'est quelque chose qu'on sent dans votre travail aussi, un respect de l'intelligence des auditeurs, même si souvent c'est des sujets un peu plus pointus sur lesquels vous devez communiquer, etc. Donc, qu'est-ce que c'est votre rapport? Comment vous imaginez votre auditeur moyen? Comment on fait ça quand on travaille à une chaîne qui est aussi grand public que Radio-Canada quand même? Non seulement c'est le grand public, mais en plus, c'est une émission des Années-Lumière qui est là depuis plus de 20 ans. Donc, qui s'est fait un public aussi qui est niché. Donc, on parle à la fois à des gens qui n'ont rien à voir avec la science, mais qui s'y intéressent de façon assez lointaine, et à des scientifiques patentés qui sont très rigoureux et qui nous écoutent attentivement et qui nous font remarquer quand on tourne les coins ronds. Mais les astrophysiciens qui nous écoutent ne sont pas spécialistes de, par exemple, la virologie en ce moment. Les médecins qui nous écoutent ne sont pas spécialistes de l'archéologie. Alors, chacun a sa niche. Donc, dans ma tête, vraiment, ce que j'ai, là, c'est un public complètement bigarré où j'ai ma grand-mère à qui il faut que j'explique à Noël c'est quoi un coronavirus. Mais à côté de ma grand-mère, j'ai un astrophysicien, puis j'ai un archéologue, puis il faut que j'essaye de rester intéressante pour tout ce monde-là. Ça pourrait faire une espèce de bouillie pour les chats, mais c'est l'idée de trouver par quelle porte je vais intéresser les gens. Puis une fois que je les ai, je vais les amener avec moi tranquillement, toujours un petit peu plus profondément dans le sujet. Puis il est possible qu'à un moment donné, ma grand-mère débarque.
puis parce que pour elle, c'est rendu un petit peu trop loin, mais je vais quand même l'avoir amené avec moi jusque-là. Puis le prochain sujet, comme c'est un magazine, puis on change, c'est un autre sujet complètement, puis ma grand-mère, elle va pouvoir embarquer. Puis c'est à peu près comme ça. C'est vraiment, là, je vous mets vraiment là, ce qui se passe dans mon cerveau quand je conçois, quand je fais les entrevues, c'est un peu comme ça. Et la plupart du temps, la porte pour ouvrir un sujet, c'est pas le crunch, le sujet lui-même. Des fois, c'est la personne. Des fois, c'est la façon, c'est le comment. C'est comme ça que j'ouvre la porte des sujets le plus grande possible au départ pour tranquillement arriver dans des corridors de plus en plus étroits. Le mouvement des originaux, le nom le dit, mise beaucoup sur la créativité de ces diplômés-là. Fait qu'on pourrait supposer qu'une bonne partie de votre créativité est employée à trouver justement cet angle-là, Oui. cette façon d'aborder un sujet, de le démocratiser, de le vulgariser, de façon à le rendre non seulement compréhensible, mais aussi intéressant. Bien, il faut que ce soit sexy. Ouais. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Je lisais ça dans La Comtesse de Ségur, Les malheurs de Sophie. Puis j'ai détesté les malheurs de Sophie, mais ça, elle avait raison. Puis je le dis souvent et j'y pense souvent. Il faut que ce soit intéressant. Il faut que les gens aient envie de nous écouter si on veut les garder. Mais sans non plus tomber dans l'extrême de ce qu'on appelle les clowns puis les ballons, où c'est juste du fluff, là, c'est juste du contenant, puis on oublie le contenu. C'est un délicat équilibre. Les clowns et les ballons, c'est Les clowns puis les ballons. Et est-ce que vous avez l'impression d'avoir apprivoisé cette petite crainte que vous aviez par rapport à la science de manière générale? Bien, j'ai pas le choix parce que Ouais. je patauge là-dedans parce qu'avant d'être animatrice des Années-Lumière, j'ai été très longtemps journaliste aux Années-Lumière. Donc, c'est vraiment en arrivant aux Années-Lumière que j'ai... Et peut-être à l'Hydro-Québec avant quand même. Quand je me suis retrouvée guide à expliquer à des ingénieurs qui venaient d'Inde ou de Russie comment fonctionnaient les groupes turbo-alternateurs à LG2, tranquillement, je me suis rendu compte que je ne suis pas si nounoune que ça, finalement. Je me prenais vraiment... C'est un manque de confiance. J'avais finalement. vraiment un manque de confiance. Je suis tombée sur certains profs qui ne m'ont pas aidée là, en mathématiques, qui m'ont vraiment reflété que je n'étais pas particulièrement brillante en mathématiques. C'est vrai, là, mais il y a des façons de le faire. Donc, déjà, en travaillant à la baie James, ça m'a montré que j'étais peut-être capable de comprendre des choses qui étaient techniques et de les expliquer. Donc, ça, c'est un premier. Et puis ensuite, en arrivant aux Années-Lumière, j'ai été affectée. C'est pas moi qui ai dit « je veux faire de la science ». Mes patrons m'ont dit « bon, ben c'est là que tu vas aller maintenant parce que tu es un petit peu problématique, on ne sait pas où te mettre. Bon. Puis l'équipe des Années-Lumière me voyait arriver peut-être avec un petit peu de doute dans les yeux. Mais Yannick Villedieu m'a accueilli à bras ouverts. Puis je sais qu'au début, il appelait ça « bon, tu nous fais des blondineries » parce que j'arrivais avec ma façon de voir les choses. J'ai été très longtemps chroniqueur culturel. Je m'y connais plus en théâtre et en cinéma et en littérature qu'en sciences quand j'arrive aux Années-Lumière. Mais j'apporte donc cette idée de mettre en forme des reportages, de traiter de sujets qui sont toujours à la frontière art-science, science-société. Tout ça, ça me fascine. Fait qu'en y allant à ma manière, puisque Yannick m'a laissé, et Dominique Lapointe, qui était le réalisateur, m'ont laissé cette porte-là. Ils m'ont dit « OK, essaye. » Je pense qu'ils n'étaient pas particulièrement enthousiastes au début, mais tranquillement, ils ont vu que, bon, finalement, ça donnait des choses qui avaient peut-être leur place dans l'émission. Mais comme j'ai pu le faire à ma manière, tranquillement, j'ai pris confiance. Cela dit, encore maintenant, il y a beaucoup de gens qui parlent du syndrome de l'imposteur. Moi, ce n'est pas un syndrome, c'est un fait. Je n'ai pas de formation scientifique. Il y a des grands scientifiques qui me disent « alors vous, votre formation? » Puis moi, c'est cinéma, ma formation. Donc, je suis un imposteur de ce milieu-là. Je n'ai pas non plus de formation de journaliste scientifique. Moi, je suis une communicatrice scientifique. Et puis, c'est une des choses que... Là, la pandémie est arrivée au moment où je voulais m'inscrire. Il y a un micro-diplôme en journalisme scientifique. Puis les gens disaient, mais pourquoi, qu'est-ce que tu vas aller faire là? J'ai comme besoin d'aller chercher des outils que je ne maîtrise pas nécessairement. Moi, je suis allée à l'instinct, j'ai appris par moi-même. Donc, le journalisme scientifique a aussi des outils, des codes, des méthodes que je n'ai pas. Moi, je suis une communicatrice scientifique.
Clairement, vous avez quand même réussi à le faire de façon À ma assez manière. brillante. Vous avez sans doute appris de Yannick Villedieu, Beaucoup. entre autres, qui était un très grand communicateur scientifique Ah oui. qui a animé pendant 35 ans les années-lumière. à peu Non, près? non, les années-lumière, ça ne fait pas 30, c'est quand même 30 ans au total là, bonne d'émissions trentaine d'années. scientifiques, certainement. Et comment c'était de chausser ces grands souliers-là après quand même plusieurs années de Oui. collaboration à l'émission, mais malgré tout de reprendre Oui. le flambeau? Je l'ai toujours dit, c'est des très, très, très grands souliers à chausser. Puis d'ailleurs, je l'ai écrit comme ça sur les réseaux sociaux et le petit-fils de Yannick, qui est très drôle, lui a dit « Grand-papa, Radio-Canada t'a pas laissé garder tes chaussures? » Alors, mais j'avais la confiance de Yannick. Yannick était un ami aussi, donc j'avais sa confiance. Je savais qu'il était content que je sois là, qu'il avait confiance, qu'il était là si jamais j'avais des questions à poser. Donc, ça m'a aidé. Et ça a été qu'on nous permette, parce qu'au départ, l'idée était peut-être de changer de titre, d'émission, complètement la facture. Ça a été peut-être avec un petit peu d'entêtement de dire non, ne changeons pas trop vite. Gardons, on a cherché d'autres titres. Il n'y a pas d'autres titres qui fonctionnaient. Les années-lumière, c'était bon, c'était apprécié. Alors, au début, ça a été de protéger ça, parce que peut-être que la vision était autre à Radio-Canada, donc de protéger ce qu'on avait déjà et de changer tranquillement, d'apporter tranquillement les changements qu'on a apportés. Donc, ça s'est fait, ça fait 4 ans que je suis là. Puis là, tranquillement, là, l'émission a changé. La pandémie a changé quelque chose aussi là, dans l'émission. Mais alors, ça a été de le faire morceau par morceau. C'est pas de débarquer avec des grosses... De toute façon, c'est jamais ma méthode. Je suis pas très frontale. Donc, c'est pas de débarquer avec des gros sabots. Ça a été comme ça que j'ai... Et parce que Yannick était derrière moi. Et après 1 an ou 2, la direction de Radio-Canada aussi. C'est la première fois, moi, où je sentais vraiment qu'on me disait « OK, on a fait le bon choix, on est content. » Puis ils ont fait ça a été un processus rigoureux pour remplacer Yannick. Ça ne s'est pas fait sur le coin d'une table. Il y a eu des entrevues, des auditions, des pilotes. Donc, une fois que je me sentais d'abord légitimée, puisqu'il y avait eu un processus rigoureux, et encouragée ensuite par des gens comme Yannick et par la direction. OK. J'ai une question de Stéphane Chay qui demande... qui voudrait jeter un coup d'œil dans les coulisses des années-lumière, justement. Il veut savoir comment vous choisissez vos sujets, vos chercheurs que vous mettez en vedette. Bien, bonjour, Madame Chay, félicitations pour le cœur des sciences. Là, les coulisses des Années-Lumière, c'est des petites coulisses, vous allez être surpris, je pense. Je vous le disais juste avant, les Années-Lumière, c'est la seule émission de Radio-Canada à la radio qui n'a pas de recherchiste, on n'a pas d'adjoint non plus, c'est une mini équipe. C'est étonnant, c'est vraiment étonnant. C'est étonnant. Donc, on les choisit à court terme et à long terme. On a l'actualité, on suit l'actualité, mais pas que ça. Alors, on regarde dans l'actualité, c'est-à-dire les publications récentes. Il y a des outils là, qui nous permettent de voir sous embargo tout ce qui va se publier bientôt. Alors, on fouille là-dedans. On a un premier radar, là, qui regarde ça. Et on essaie d'être varié. Alors, ça, c'est du côté des entrevues. Là, on cherche les gens qui parlent français, qui publient quelque chose récemment, ou un enjeu qui est dans l'actualité, et on cherche la personne qui est la mieux apte à nous éclairer là-dessus. Dans la même semaine, chacun des reporters, il y a 3 journalistes aux Années-Lumière, fait, lui et elle aussi, la même démarche pour dire « moi, je veux parler de tel sujet » ou « il faudrait parler de tel sujet ». Et donc, part avec, toujours sans recherchiste, tout seul. Chaque journaliste fait sa recherche, ses entrevues, son montage et tout. Alors, chacun part avec une idée, une grille qu'on a établie en réunion en disant « cette semaine, voici, pour être varié, il faut parler d'actualité, il faut avoir un petit sujet champ gauche ». Et là, on rajoute. Et on choisit donc, moi, je regarde beaucoup les articles scientifiques, là, mon secret, là, dans les publications, je regarde tous les auteurs, et soit les affiliations à des universités françaises ou québécoises, surtout, ou canadiennes, ou des noms qui ont une consonance française. Alors, je vais fouiller là rapidement pour voir s'il n'y aurait pas moyen de parler à des chercheurs eux-mêmes en français. Et là, on rajoute, depuis 2 ans, la couche de dire, on veut aussi qu'à l'antenne, on fasse plus de place aux femmes en sciences. Parce que la science est produite par quoi? 20 des femmes.
si je veux être une journaliste rigoureuse, je vais refléter cette situation et avoir 20 d'invités aux Années-Lumière qui sont des femmes. Mais mes patrons m'ont dit il y a 2 ans, non, on veut 50 de femmes. Mais je me dis, mais je ne peux pas les inventer. Mais ça marche. C'est-à-dire qu'en rajoutant cette couche, en disant maintenant, est-ce que je suis capable, tout en gardant le sujet aussi valable, aussi pertinent, d'aller chercher une femme pour m'en parler, eh bien, on est dans les entrevues que je fais, on est à plus de 50 de femmes en ce moment. Donc, c'est ça, Mme Michaud, c'est plein de facteurs différents. L'actualité, la disponibilité, la variété dans l'émission et les femmes aussi. Ouais. Mais c'est un magazine que vous faites, et comme Mais n'importe quel Ben, magazine, c'est ça, comme nouveau je le projet. sais bien. Les meilleurs magazines sont capables de varier les tons, les formats, les longueurs, Mais quand on regarde Nouveau Projet ou n'importe quel magazine, des fois, il y a un article plus long, on tombe sur un encadré, ensuite, il n'y a pas d'échantillon de parfum, merci, mais c'est ça un magazine. Bien, les Années-Lumière, c'est un magazine, donc il faut avoir cette variété de formats aussi. Et est-ce que vous testez les chercheurs qui sont interviewés dans leur capacité à communiquer la science? Oh oui, oh oui. Ben oui, parce qu'en plus, on est à la radio, là. Il y a que les mots, là. Il n'y a pas de chercheur qui vient aux Années-Lumière sans qu'il y ait de pré-entrevue. Donc, comme je dis, il n'y a pas de recherchiste. Donc, pour les entrevues que moi je fais, il y a le réalisateur Sébastien Landry, puis il y a moi, qui trouvons qui sont les chercheurs, qui les contactons, puis on fait des pré-entrevues. Et à partir des pré-entrevues, on détermine si oui ou non. Des fois, on ne fera pas le sujet si on ne trouve pas une bonne personne pour le vulgariser. Ah non, c'est sûr que les chercheurs doivent... C'est pas une audition, c'est pas un test, il ne faut pas le voir comme ça. C'est une façon, pour moi, de vérifier comment la personne en parle, puis peut-être de suggérer des métaphores, des façons de faire. Et aussi, pour moi, de déblayer, puis d'aller chercher les choses intéressantes à faire sortir dans un sujet. Et en augmentant comme ça le ratio de femmes à l'antenne, est-ce que vous avez pu remarquer des différences dans la manière dont les femmes, par exemple, s'expriment par rapport à la science? Ça, je peux dire que non, pas vraiment. Par contre, je me heurte encore beaucoup au réflexe des femmes de dire « Ah non, c'est pas moi la meilleure pour en parler, vous devriez appeler mon collègue. Alors maintenant, je prends moins de détours en disant « Non, si je vous appelle, je vous ai googlé, là. Si je vous appelle, c'est parce que je vous veux, vous. » Je suis un petit peu plus directe. Avant, mais là, il faut dire les choses. Peut-être un peu comme l'animatrice spécialisée en sciences qui veut aller faire un programme de journalisme scientifique. Oui, peut-être. Il y a peut-être quelque chose. Une autre question du public. On a Florence Carrier qui demande quel virage inattendu dans votre parcours vous a été le plus bénéfique? Très bonne question, Florence. Quel virage a été le plus bénéfique? Je pense que c'est la découverte de la science, l'arrivée de la science dans ma vie. C'est ça qui a mis une couleur. Puis je ne l'attendais pas, là. Je vous l'ai dit, j'avais peur des sciences, j'étais mathophobe, je m'en allais pas là. Puis je faisais une belle carrière en journalisme culturel ou social. J'avais pas de... Mais quand j'ai compris que la science, c'était des gens, c'était des histoires à raconter, puis que c'était vraiment intéressant et que personne d'autre. On n'était pas 8 journalistes sur le même sujet. À l'époque, là, la pandémie, ça a changé, mais on n'était pas 8 sur le même sujet. J'ai comme éclos. C'est là que ma créativité a pu vraiment s'exprimer en disant, je vais prendre un sujet qui est complètement flyé, puis je vais être capable, tu sais, on me fait confiance pour raconter cette histoire-là. Donc, j'ai pris confiance, j'ai comme mis ma curiosité. C'est vraiment là, je pense, quand je suis arrivée en sciences, en journalisme, en communication scientifique, que... Oui. OK. Et c'est inattendu. Oui. Et là, aujourd'hui, est-ce que vous avez parfois des petits regrets d'avoir, par exemple, éliminé le journalisme culturel de votre vie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous... Je marche pas. Les regrets, moi... Non. Je le sais, la vie, c'est ça. Puis je sais qu'il y a des jeunes qui se demandent maintenant, qui se sentent peut-être un peu démunis en disant « Je ne sais pas exactement où je veux m'en aller. » Mais de toute façon, même si on sait où on veut s'en aller, c'est pas nécessairement là qu'on s'en va. Puis pour moi, la vie, c'est ça, c'est des carrefours sans arrêt. Puis une fois qu'on choisit un côté du carrefour,
C'est fait, ça se détricotera pas, puis ça nous mène ailleurs. Des regrets, moi, j'en ai pas. Zéro. Qu'est-ce que, si vous pouviez parler à la jeune Sophie André qui quittait le CAM en 85, puis lui donner un conseil, qu'est-ce que ce serait par rapport à sa carrière, peut-être, ou par rapport à sa vie en général? Ose plus. Ose plus. J'ai exactement le même syndrome que beaucoup de femmes, peut-être, de manque de confiance. Puis en même temps, j'écouterais, je m'entendrais me dire ça, puis même encore maintenant, quand les gens me disent, mais vas-y, vends-toi, affirme-toi, je suis un peu timorée. J'aime pas j'aime pas me vendre, j'aime pas. Mais je dirais quand même à la plus jeune en disant, arrête d'avoir peur de ne pas être à la hauteur. Ça a toujours été. Donc, ose, prends tes culottes, prends tes bretelles, tiens tes bretelles, puis fonce, vas-y. Mais en même temps, quand on regarde votre parcours, vous avez quand même, dans les faits, osé Foncé, plusieurs ouais. À chaque aventures. fois, là, Ouais. c'était là. À chaque fois, si jamais mon père entend ça, il va le reconnaître. À chaque fois, lui, ça le décourageait, parce que c'est un homme, puis il a confiance en lui, puis il comprenait vraiment pas. Puis à chaque fois, ça a été, oh mon non, je suis pas capable, je voyais pas. Puis j'y vais. Ça a été, je me suis torturée beaucoup. C'est pour ça que je me disais, que d'énergie dépensée, alors que dans le fond, l'idée, c'est. J'en ai fait un saut en parachute. L'idée, c'est saute. Vas-y. Ouais. Mais c'est intéressant qu'à chaque fois qu'on pose des questions similaires à des gens, quels qu'ils soient, c'est souvent ce genre de réponse-là qu'ils ont. Ils auraient aimé oser plus, essayer plus, être plus aventureux, puis d'avoir moins peur finalement dans la vie. On va revenir aux années-lumière. Vous avez parlé à 2 reprises de la pandémie puis de l'impact que ça a eu sur l'émission. Bon, on peut évidemment imaginer tout l'impact sur la réalisation de l'émission que ça a eu, mais est-ce que ça a eu un impact aussi au niveau du choix des sujets, au niveau de la façon de... Est-ce que, par exemple, parce qu'on a parlé tellement de science depuis 1 an maintenant, est-ce que ça a avivé des questionnements supplémentaires dans l'esprit des gens, une plus grande... Est-ce que ça a déclenché une culture scientifique qui n'était pas là au préalable? Mais je pense que ça a déclenché un intérêt pour la science qui s'est accru. Nos cotes d'écoute atteignent des sommets inégalés. Et puis, j'ai toujours tendance encore à dire, bien, c'est à cause de la pandémie, c'est à cause de la pandémie, mais ça dure, ça continue. Donc, les gens ont peut-être découvert qu'il y a moyen d'écouter une émission scientifique sans être perdu, puis que tout le monde peut faire le club, tout le monde entend. Fait que je pense que ça a ouvert la porte de l'intérêt pour les sujets scientifiques dans le public, d'une part. Ça a changé beaucoup les années-lumière, parce que les années-lumière, oui, c'est une émission d'information, mais aussi de culture scientifique, ce qui fait qu'on n'était pas nécessairement toujours lié à l'actualité brûlante. Il n'y a pas une actualité brûlante là, quand on n'est pas en pandémie. L'actualité en science, il y en a, mais ce n'est pas toujours aussi brûlant. Et là, la science, elle se faisait, la recherche, elle s'est faite en direct. On a tous vécu la recherche en direct avec les hypothèses, qui ne marchent pas, les carrefours, là, on les a tous vécus. Bien, nous aussi, comme émission. Ce qui fait qu'on a toujours, on est devenu en direct. On n'était pas en direct avant, hein? On est en direct depuis plus d'1 an. Jusqu'au début de l'été, là, on va l'être encore parce que l'actualité changeait trop d'une minute à l'autre, d'une journée à l'autre. Et puis, on n'a jamais fait autant de reportages et d'entrevues sur un seul sujet. On est à quoi? 160, 175 sujets sur le SRAS-CoV-2. Là. Si on parle du virus, là, ça fait 175 fois que je parle du même sujet aux années-lumière. Je ne pense pas que ça se soit vu dans ce genre d'émission scientifique-là. C'est sûr qu'il y a un effort de créativité, il y a un effort de recherche de point de vue puis d'angle qui se fait. Puis je pense qu'on réussit. Je suis vraiment fière du travail qu'on fait. Les journalistes, tout le monde, là, ont réussi à apporter un angle, une lumière qui soit originale, puis qui nous amène toujours vers la prochaine étape. On essaie d'être un petit peu en avant de la parade, scientifiquement parlant. C'est-à-dire, de quoi est-ce qu'on va se préoccuper la semaine prochaine ou dans 2 semaines par rapport à la pandémie? Fait qu'on est un petit peu soufflé, mais on a réussi. Et qu'est-ce que la communicatrice scientifique
penses de toutes les fausses informations qui circulent dans la sphère médiatique, sociale, etc.? Est-ce que vous avez l'impression que c'est inévitable qu'il y ait des rumeurs, par exemple, ou des fausses informations qui circulent? Ou est-ce qu'il y a un rôle que les médias plus grand public ne jouent pas pour inculquer une culture scientifique peut-être qui ferait en sorte que ces fausses informations-là n'aient pas un terreau aussi fertile dans lequel... J'ai vraiment pas une réponse affirmée parce que je me pose plein de questions. Je suis un peu démunie, comme tout le monde, devant l'importance que prennent les rumeurs, que prend l'opinion par rapport aux faits. Donc, je ne sais pas si c'est un manque de culture scientifique ou un manque de culture journalistique qu'on a dans la population, mais juste à la base, de savoir ce qu'est une chronique et ce qu'est un article, de ce qu'est de l'opinion, de ce qu'on est fait. On a vécu une espèce de chronicisation. Il y a plus de chroniqueurs que de journalistes maintenant. Puis moi, qui est une vieille journaliste, il y a une différence entre écrire un article et écrire une chronique. J'ai des obligations comme journaliste d'aller chercher des faits qui sont vérifiés, d'avoir deux sources. Bon, plein de choses que je n'aurais pas si j'ai à donner mon opinion, mon humeur sur quelque chose. Puis ça, juste ça, là, je pense que c'est même pas clair, la différence. Et ça montait déjà. C'est pas que j'aime pas les réseaux d'information, mais la RDisation, le côté information continue, je l'ai vu l'arriver, moi, dans mon métier. Et c'est extraordinaire d'avoir de l'information continue. Puis, de toute façon, avec les réseaux sociaux qui s'en venaient, c'était inévitable. Mais il y a un côté rapidité, saucisse, répétition qui est pour que bénéfique. Donc, il y a quelque chose à regarder de ce côté-là. Et puis, les algorithmes des réseaux sociaux où on est toujours persuadé, parce que c'est une caisse de résonance, vous le savez. Moi aussi, là, sur mon fil, je ne vois à peu près que des choses qui m'encouragent dans ce que je pense. Puis, bon. Donc, tout le monde étant comme ça dans son petit silo, puis on ne se parle pas, je vois pas vraiment. J'ai peur. J'ai peur de où ça nous mène. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour briser tout ça. Je vois des initiatives, par exemple, en ce moment, là, avec l'ancien maire de Huntingdon et la députée Stéphane Gendron. De Québec solidaire, qui essaie un petit peu de brasser les choses. Est-ce que c'est ça qu'il faut? Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Donc, je n'ai pas de réponse. J'ai beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Puis la seule chose que je peux faire, moi, c'est de continuer un peu obstinément à dire, bien, je vais continuer à vous donner ce que je peux vous donner. Puis le problème, c'est que les gens, ils veulent du noir puis du blanc parce que c'est ça qui flash. Et que la réalité puis la vérité, les faits sont toujours pas mal gris. Fait que moi, je passe ma vie à dire aux gens, vous voyez blanc, vous voyez noir, c'est spectaculaire, mais finalement, c'est gris. Puis je sais que la nuance, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, c'est pas ce que les gens vont partager, puis c'est pas ça qui va flasher dans leur tête. Mais qu'est-ce que vous voulez? La vie, c'est du gris. Et qu'est-ce que vous pensez de la place en général que les médias accordent à la science? On en est où là, en 2021 par rapport à cet espace-là qu'on peut laisser à la science versus tous les autres sujets d'intérêt, les autres domaines et les autres façons de penser aussi? Vous avez fait référence à la place de l'opinion. C'est un peu le contraire de la science, là, finalement. Là. Oui. Je suis pas découragée de ça. Je pense que dans la dernière année, la science a pris beaucoup plus de place. Donc, j'espère qu'il y a quelque chose de ça qui va rester dans cette ouverture qu'ont les médias qui sont non scientifiques, les émissions non spécialisées en sciences, à cette ouverture. Moi, j'aime ça comme de voir Farah Alibé, l'ingénieur qui est responsable de la coordination du petit hélicoptère sur Mars en ce moment, qui est partout. Bon, ça m'énerve un peu parce que ces gens, nous, c'est une fille qu'on a faite il y a 2 ans, puis j'aimerais ça que ce soit notre invitée à nous toute seule, mais on la partage volontiers. C'est très généreux. Avec tout le monde. Parce que ça, je trouve ça intéressant, parce que je trouve que ça intéresse les jeunes, ça intéresse les gens à la science. Fait que je pense qu'il y a cette ouverture-là. Mais c'est vrai que très souvent, même quand je parle à des collègues, ils disent « Ah, non, c'est scientifique. Oh, mon Dieu, non, moi, je touche pas à ça. » Puis ça me fait sourire en disant « Voyons, je suis pas plus scientifique que toi, là. » L'idée, c'est juste de t'arrêter 2 secondes, d'essayer de comprendre c'est quoi ce sujet-là. Donc, je pense qu'il va y avoir, avec le fait que tout le monde a dû un peu faire plus de science, là, il va rester une place accrue.
Puis je pense qu'il faut que il faut que la science soit un petit peu partout, que le quotidien, la science du quotidien, par contre, ça reste hyper important qu'il y ait des rendez-vous scientifiques, peut-être un petit peu plus poussés pour qu'on puisse aussi faire de la science fondamentale. Que les années-lumière, Moteur de recherche est là tous les soirs, puis il y a plein de questions du public, puis c'est intéressant, mais les années-lumière où on va avoir des choses qui sont comme ça plus légères ou des fois très techniques, mais aussi dimanche dernier, là, on parlait des muons. Là. On est dans les particules élémentaires. Où est-ce que vous voulez que les gens entendent parler de la révolution des muons? À Pénélope, peut-être. Mais donc, c'est important qu'on ait aussi des rendez-vous, les années-lumière, découvertes, des rendez-vous Québec Science, des lieux et des rendez-vous où là, on se permet d'aller vers le fondamental. Et est-ce que vous avez l'impression que vous devez continuer à le faire valoir auprès de vos patrons, par exemple, aux gens qui déterminent les ressources, les temps d'antenne? Est-ce que c'est une sorte de combat de maintenir cette place-là? Je pense que les années-lumière ont acquis leurs lettres, acquis comme émission, des lettres de noblesse, qui fait qu'en tout cas, en ce moment, oui, j'ai déjà senti qu'il fallait protéger. Je l'ai dit mais là, honnêtement, pour l'instant, je ne sens pas ça. Je sens qu'on a confiance et qu'on veut garder un rendez-vous comme les années-lumière. Et Lynn Marleau qui dit « Arrête d'avoir peur, fais-toi confiance et ose ». C'est très inspirant, Sophie André. OK, go! Je crois qu'il y a un pep talk qui se déroule en même temps sur Zoom. Là, vous abordez une dernière partie de votre carrière. Une dernière partie? Bien, vous avez atteint un sommet dans la communication scientifique. Est-ce qu'il y a des envies inassouvies, des désirs autres? Par exemple, est-ce que le cinéma qui vous avait interpellé en tant que jeune vous appelle à nouveau? Là où l'image m'appellerait, ça serait peut-être plus dans le documentaire. Moi, j'aime bien... Je fais de la radio parce que quand je faisais de la télé, je m'escrimais à faire des sujets intéressants. Puis les gens me disaient « Je t'ai vu ». Ils me disaient... Ils n'écoutaient pas ce que je disais, ils regardaient si j'avais des boucles d'oreilles ou si j'étais bien peignée. De toute évidence, moi, les cheveux, c'est un problème. Donc, c'est comme... ça m'énervait un peu, l'image seulement. Donc, je suis allée vers le contenu pur qui est la radio. Donc, et en radio et peut-être en avenir, c'est peut-être dans le fait d'approfondir les sujets. Donc, le documentaire, la formule documentaire m'intéresse. Peut-être... Donc, ça, c'est à voir. Je viens de finir une collaboration, mais ça s'est fait en 4e vitesse. On a adapté un balado de la CBC. C'est la première adaptation là, de balado de la CBC pour Radio-Canada. Et c'était sur l'épisode MK Ultra, le lavage de cerveau dans les années 50 à Montréal, le LSD, et le lien avec la torture de la CIA ensuite. Et là, c'est pas moi qui ai fait le gros travail de recherche, mais on en a fait quand même parce qu'on a adapté le produit. Et là, cette façon de raconter des histoires quand on a du temps, quand on ouvre la porte de l'histoire, non pas avec des faits, mais avec des gens, ça, c'est un défi que je trouve intéressant. Donc, je pense que ce sont des pistes, mais pour moi, ça n'exclut pas les années-lumière. J'ai bien trop de fun aux années-lumière en ce moment pour envisager que ça se passerait plus. Mais effectivement, à un moment donné, on avance en âge, puis on veut essayer d'autres choses. Alors, ce serait d'approfondir certains sujets. Et science et société, art et sciences. Quand je suis rentrée aux années-lumière, j'avais ce souci-là. J'en parle un peu moins maintenant parce qu'on a une actualité scientifique qui est un petit peu dictée par la santé, beaucoup en ce moment. J'ai hâte de revenir à cette possibilité d'explorer les liens qu'on connaît moins. La place de la science dans nos vies sans qu'on s'en rende compte parce que ça passe par l'art ou par la réflexion. Cette capacité d'approfondir-là, souvent, on décrit beaucoup la superficialité que les nouvelles technologies ont apporté à la communication, puis tout ça, et c'est effectivement vrai dans plein de domaines, mais des exemples comme le balado que vous avez mentionné, ce sont des plateformes pour approfondir un sujet. Donc, c'est comme si la radio
développaient des espaces supplémentaires pour aller plus au fond des choses. Et ça doit être excitant pour une communicatrice comme vous, là. Oui, absolument. Puis j'ai cogné tôt à la porte des gens du balado à Radio-Canada parce que j'aimerais ça faire partie de ce prochain chapitre-là, parce que pour moi, il y a un prochain chapitre de la radio qui s'écrit là. Puis je regarde les jeunes autour de moi, puis je me rends compte qu'ils écoutent des balados. Donc, bon, là, j'ai lancé Brainwash, OK, ça va, mais c'était pas nécessairement, c'est pas mon idée, mais j'aimerais bien qu'on nous laisse cette idée d'approfondir. Puis ensuite, ils sont tellement, j'avais vu l'année dernière, je pense que ça venait probablement de quelqu'un de plus jeune, consommateurs, consommatrices de ces balados. C'est cette façon que la radio s'est invitée dans leur vie, alors que c'est une génération qui n'allait pas écouter la radio comme nous, on le faisait dans l'auto ou dans la cuisine. Et puis la personne a réfléchi naïvement ou candidement en disant « Hey, ça serait le fun, une balado, mais que tout le monde écoute le même épisode en même temps. » Puis quelqu'un a répondu « Oui, ça s'appelle la radio. » C'est comme... Donc, c'est pas... On réinvente, mais on réinvente pas tant que ça. Mais ça a quand même donné un nouveau souffle à la radio, oui. à toutes sortes de niveaux. Moi, quand j'étais ici à l'UQAM, au bac en communication, ils ont mis fin au profil radio parce que j'ai l'impression que, selon eux, c'était fini. La radio, c'était un médium qui était en voie de disparition. Combien de fois ils ont tué la radio? Ouais. Quand le cinéma est arrivé, c'est la fin de la radio. Quand la télé est arrivée, c'est la fin de la radio. La radio est increvable. La radio, c'est du quotidien, c'est de l'intimité. On rentre dans l'oreille du monde, donc dans leur tête. La radio n'est pas à veille de mourir. Et qu'est-ce que vous espérez pour... Est-ce que les années-lumière comme telles, vous voyez d'autres évolutions à l'intérieur de cette émission-là au cours des années à venir? Ben, en fait, si je rêvais, là, si on avait, avec les ressources qu'on a, non. On garde ça comme ça parce que pour l'instant, c'est assez... L'assiette est pleine, c'est bien correct. Éventuellement, puis là, il y a moteur de recherche aussi, mais il y a tellement d'actualités scientifiques, le fun, à laquelle on ne fait pas écho parce qu'on a juste 2 heures puis on a plusieurs sujets. Moi, je les vois passer toute la semaine, là, les nouvelles, puis je me dis, bon, avoir un bulletin de nouvelles scientifiques quotidien, on l'a déjà fait, ça a déjà été essayé à Radio-Canada. Ce serait intéressant, mais j'aurais juste peur qu'ils me disent que si on fait ça, on ne fait plus les années-lumière. Je trouve que les années-lumière, c'est important. Oui. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une espèce de... Avez-vous perçu un changement d'auditeur aux années-lumière depuis que vous êtes là? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une transformation qui est arrivée avec vous? Ben, c'est difficile à dire, mais je pense que dans les données qu'on a, mais je n'ai pas vu les données décortiquées, mais l'auditoire a rajeuni un peu. Donc ça, c'est toujours intéressant parce que Radio-Canada, c'est un enjeu qu'on a, un auditoire qui est plus âgé, donc on essayait de rajeunir. Donc ça a rajeuni. Je pense qu'on a un petit peu plus de femmes aussi à l'écoute parce qu'on avait une bonne majorité d'hommes avant. Est-ce que c'est l'auditoire et la radio en général qui change l'auditoire ou les années-lumière? Ou là, moi, aux années-lumière, je ne suis pas rendue à déterminer qu'il y a une cause et un effet là. Mais oui, ça a changé un peu. Et là, vous êtes dans la position maintenant de la personne d'expérience qui a animé cette émission depuis quelques années. Est-ce que vous sentez une responsabilité d'être un peu un mentor pour les collaborateurs à l'émission? Bien, les collaborateurs à l'émission, vous savez, je travaille avec Chantal Srivastava, qui est aux années-lumière depuis plus longtemps que moi encore. Donc, non, je ne suis pas un mentor pour Chantal, parce que, puis c'est elle qui me remplace là, aussi quand je ne suis pas là. Donc, là-dessus, c'est pleine confiance et plus de complicité, travail en équipe. Gino Harel, qui arrive d'enquête quand même, qui arrive avec une rigueur de journaliste que je connais aussi, qui a presque mon âge aussi, là, un peu plus jeune, mais presque. Et Jean-François Boutillette, qui lui aussi arrive avec une... Donc, ce sont vraiment des gens dont je respecte beaucoup la rigueur et la formation, la créativité. Je me sentirais mal placée que de leur donner des leçons ou des conseils. Tout ça, je pense, se fait en collégialité. Des fois, oui, quand un plus jeune chroniqueur arrive, dans la façon de formuler des choses, la langue, pour moi, la qualité de la langue reste encore hyper importante. Donc, je vais être un peu fatigante des fois dans des chroniques sur la concordance des temps, des vieilles affaires, là. Mais bon. Pierre Bourgault serait très content de vous entendre. Je pense que Pierre Bourgault serait fier de moi. Est-ce que vous avez un souvenir marquant de lui par rapport à ce qu'il vous disait en communication orale? Ben, en fait, c'est parce que
oui, on a cliqué ensemble parce que j'ai provoqué, puis Pierre était un provocateur. Et pour le premier exposé oral que j'ai fait, quand je suis arrivée à Montréal en communication, c'était tous des jeunes urbains très intellectuels. Moi, j'arrivais de la campagne, puis on avait une espèce en tout cas, on tuait des poulets. On avait 300 poulets, il fallait tuer les poulets à un moment donné. J'étais dans des choses un petit peu plus concrètes dans la vie. Je trouvais que ces urbains-là étaient tous un petit peu, je sais pas, un petit peu mous. Alors, ma première communication orale, j'ai apporté des photos de la tuerie des poulets. Et j'ai expliqué comment, chez nous, on tuait les poulets, puis comment on les ouvrait, puis on les plumait, puis et tout, avec des photos en avant. Puis là, j'ai vu verdir mes collègues de la classe, parce qu'il était comme 9h, 10h le matin. Ils ont trouvé ça un peu raide. Et je pense que c'est ce que Pierre Bourgault avait aimé, en disant, bon, ben, cette fois-là, j'ai osé. J'ai dit, je vais vous prendre de front, là, ma gang d'urbains, là. Bon, je vais vous montrer c'est quoi la campagne. Et à partir de là, il y a eu confiance aussi. C'est-à-dire qu'il m'a appris beaucoup. C'est quelqu'un qui donnait beaucoup. Et quelques années plus tard, sans que je lui demande absolument rien, j'ai remplacé à beaucoup d'émissions comme animatrice. Puis il avait écrit une chronique dithyrambique en disant « Donnez-lui une émission, Radio-Canada et tout ». Puis j'avais été... pour moi, ça avait été un moment important en disant « Oh! J'avais compris qu'il me faisait confiance, mais là, je vois qu'il me fait vraiment confiance. » Et j'ai collaboré avec lui. J'ai remplacé Marie-France Bazot très souvent. Oui. Alors, j'ai collaboré avec lui quand il faisait une chronique là-bas. C'était de le retrouver avec plaisir et d'écouter mon professeur. Et d'écouter... c'était un maître. Oui. Mais j'ai comme l'impression que déjà à l'époque, il aurait pu vous identifier comme futur membre du mouvement des originaux. Je pense que déjà, vous aviez l'audace et la créativité qui allaient marquer le reste de votre carrière. Ce que j'ai pas en confiance, je l'ai en audace. Bien, je pense que c'est mieux dans ce sens-là que l'inverse. Peut-être, oui. C'était un plaisir de parler avec vous, Sophie André, aujourd'hui. On va continuer à écouter Les Années-Lumière et ce balado Brainwash, les cobayes oubliés. Moi, je veux écouter ça. Ah, c'est bien bon. On va s'y mettre. Donc, merci beaucoup. Merci.